Déjà, je vais commencer par définir c'est quoi le design UX. Donc, il y a deux sites que vous devez connaître si vous voulez faire du design UX. C'est interactiondesign.org, qui est le site de la Fondation mondiale du design d'interaction. Je mets ça dans le chat. Donc, il y a interactiondesign.org et il y a le Design Council. Et le Design Council, c'est une organisation aussi, en fait, de juge et d'arbitre dans tout ce qui concerne la définition de ce qu'est le design et de comment est-ce qu'on fait le design. Et dès que vous allez commencer par faire une approche du design qui ne sera pas graphique et qui va rentrer dans de l'expérience utilisateur, vous allez devoir connaître ces noms-là. Vous allez devoir connaître le Design Council et vous allez devoir connaître Interaction Design. Deuxième chose à savoir, c'est savoir parler anglais. Donc, dès que vous vous intéressez au design, vous devez faire l'effort de pousser haut votre maîtrise de la langue anglaise et vous devez avoir la capacité de le lire et de le comprendre. Donc, si on a dit tout ça, vous connaissez l'Interaction Design Foundation, vous connaissez le Design Council, vous pouvez ensuite aller en fait lire les articles de blog qu'ils écrivent, qui sont généralement gratuits, où ils définissent les sujets et où ils définissent les termes. Donc, en fait, vous obtenez une capacité, je vais dire, précise à comprendre de quoi il s'agit. Je ne sais pas si vous voyez mon écran, je suis là au niveau d'une sorte de glossaire. Ça s'appelle UX Daily, Brox, All Topics. Donc, en fait, ici, ce que vous allez remarquer, c'est que sur le site du Design Council, on définit beaucoup de choses. Et on écrit des articles sur beaucoup de choses. Je prends simplement la lettre A. On a A-B testing. Il y a un article qui est écrit dessus. Accessibility, pour dire accessibilité. On a 11 articles qui sont écrits dessus. User Experience, UX Design, on a 139 articles qui sont écrits dessus. Design Thinking, 57 articles. User Interface Design, UI Design, on a 52 articles. Mobile User Experience Design, on a 40 articles. Et en fait, si vous voulez vous intéresser au User Experience Design, en fait, ça veut dire que vous devez aimer lire. Vous devez aimer la psychologie, vous devez aimer la sociologie, vous devez être une personne qui se sent à l'aise au contact des humains. Donc ça, c'est quelque chose que vous devez tout de suite maîtriser. Donc, comme je l'ai dit, il s'agira en fait de développer un amour pour la lecture et pour la recherche d'informations. Quand on rentre tout de suite dans l'UX, je me dis que c'est un sujet compliqué. C'est très intellectuel, c'est très recherche, c'est très science, c'est très humain, c'est très psychologie, c'est très fonctionnement du cerveau, c'est très abstrait. L'UX n'est pas aussi concret que lui et n'est pas aussi concret que, je sais pas, le motion design ou le branding ou le design de logo. Donc, c'est quoi l'expérience utilisateur ou c'est quoi le design d'expérience utilisateur? Donc, ici, je vais essayer de traduire en live. Ils disent, l'Interaction Design Foundation dit que l'UX design est un processus, un sens et une expérience précise ou une expérience pertinente aux utilisateurs. Donc, dès d'entrer dans la définition du design d'expérience utilisateur, on dit que c'est un processus. Donc, ça veut dire, quand on dit processus, ça veut dire que c'est un ensemble d'étapes que les équipes de designers utilisent. Donc, vous êtes un designer, il y a un processus que vous utilisez pour créer des produits qui donnent aux utilisateurs finaux du sens et une réponse à leurs besoins. Et c'est aussi là, je disais que tout de suite, quand on va parler du X, ça va rentrer dans de la théorie, ça va rentrer dans du verbe, ça va rentrer dans de l'intellectuel. Donc, si je dois expliquer de façon terre à terre l'UX design, c'est que, d'un côté, il faut avoir des utilisateurs. D'un autre côté, il faut avoir une équipe de designers. Donc, ça, c'est le premier prérequis. Deuxième prérequis, il faut avoir un besoin d'usage. Donc, je vais créer un besoin d'usage pour notre groupe d'utilisateurs théoriques. Je suis un utilisateur de la mairie d'Abomey-Calavi ou de la mairie de Cotonou ou je ne sais
quelle mairie, mairie de Paris, mairie de Nantes, etc. Et en fait, en tant qu'utilisateur de la mairie d'Abomey-Calavi, je veux en fait avoir mon acte de naissance ou faire une demande d'acte de naissance. Donc, moi, je suis l'utilisateur et mon besoin d'usage ou mon besoin d'utilité, c'est avoir mon acte de naissance. Ensuite, d'un côté, il y a des designers et eux, en fait, ils doivent utiliser l'UX design qui est défini ici comme un processus, donc un ensemble d'étapes pour que moi, utilisateur, qui veut avoir mon acte de naissance à la mairie de Cotonou, je puisse avoir la meilleure expérience qu'il soit et que je puisse arriver à accomplir mon objectif qui est d'aller trouver mon acte de naissance. Et là, j'ai pris un cas physique pour expliquer l'UX design. Mais généralement, l'UX designer, il est présent partout où il y a une tâche à accomplir, un utilisateur et un besoin d'amélioration, de création d'une expérience meaningful ou intéressante, en fait, d'une expérience sans friction. Dès qu'il y a un utilisateur, une expérience à accomplir, un acte à poser, on peut avoir des UX designers. On peut avoir un UX designer sur du design de chaises. On peut avoir un UX designer sur le design d'une machine à coudre. Parce que la chaise est d'abord un produit, même si c'est un produit physique. La machine à coudre est un produit. Et ce produit-là, ça répond à un besoin d'usage. La machine à coudre, c'est coudre et la chaise, c'est s'asseoir. Donc, à chaque fois que vous entendrez parler du X, vous devez avoir un utilisateur, un besoin d'usage, une tâche à accomplir. Ça, il faut que ce soit direct. Qui est mon utilisateur? Quelle est la tâche qu'il veut accomplir? Quel est son usage? Et maintenant, en tant qu'UX designer, vous vous dites, comment est-ce que actuellement mon utilisateur accomplit sa tâche? Et ensuite, vous vous demandez, dans cette façon d'accomplir la tâche, quels sont les problèmes qu'il rencontre? Et qu'est-ce que moi je peux apporter pour faire que son expérience pour accomplir la tâche que j'ai identifiée soit le plus simple possible. Donc ça, c'est vraiment le cœur du design d'expérience utilisateur. Et on dit ici, le design UX est un process de design qui demande à acquérir des compétences en termes de branding, en termes de design, en termes d'utilisabilité et en termes de fonction. Donc, je vais reprendre l'exemple de la machine à coudre. La fonction de la machine à coudre, c'est de coudre. Son utilisabilité, c'est est-ce que la machine à coudre que j'ai en face de moi, elle est performante? Et je vais même faire quelque chose de simple. J'irai sur Google et je vais écrire USMEM pour que vous puissiez comprendre. OK. Je prends cette image-là. Oups, j'espère qu'elle va l'ouvrir. Donc, voilà une image. On va encore essayer de définir les besoins d'usage. Vous avez deux parents qui voient leur enfant pour lequel ils ont acheté un jouet. Et le jouet est censé tourner. Et les parents ont une vue de haut du jouet. Donc, ils voient clairement que c'est des éléphants, c'est un cochon, c'est un renard, c'est des animaux de zoo. Mais l'enfant, qui est l'utilisateur, lui, sa vue, il voit les fesses, désolé, mais il voit les fesses des animaux qu'on lui présente. Donc, le besoin d'usage de l'enfant, c'est de voir quelque chose d'intéressant. Mais dans la façon dont le berceau est designé, l'aspect UX n'a pas été très bien pris en compte de telle sorte que l'expérience que l'enfant a avec le jouet n'est pas aussi agréable que l'on aurait souhaité. Donc, quand on parle d'UX, je le dis encore une fois, c'est très abstrait, c'est très intellectuel. Ça implique de faire de la recherche, de faire de la sociologie, de comprendre le cerveau et d'être au contact de l'usager et de l'humain. Donc ça, je prends juste un exemple de même UX comme ça, il y en a plusieurs. Celui aussi est souvent très drôle. Hop, c'est où je vais. Enfin, il y a souvent beaucoup de mèmes, mais je prends celui-ci par exemple. Vous voyez dans un parc, il y a des chemins qui sont tracés, qui sont pavés, où les utilisateurs sont supposés passer, parce que c'est le chemin qu'on a designé pour eux. Mais vous allez voir, la plupart des utilisateurs vont commencer par prendre dans la haie et abîmer le gazon parce que passer dans la haie donne un chemin plus facile pour atteindre l'objectif. Donc, même si le chemin, il est beau, le but de l'utilisateur, c'est pas de marcher sur un beau chemin, c'est de passer d'un point A à un point B le plus rapidement possible. Donc, ici, en fait, il faille prendre, en tant qu'UX designer, en compte qui est l'utilisateur, quel est son besoin et quelle est la manière la plus simple et la plus rapide que je peux lui donner pour l'aider à résoudre son problème. Je prends le cas du masque COVID. Ça aussi, c'est un cas presque d'école. Tout le monde mettait son masque sur la bouche. Et en fait, le masque est censé protéger votre nez pour vous empêcher de respirer les particules du COVID, en fait,
la plupart des gens mettaient le masque sous le nez. Donc, on a créé quelque chose qui est supposé vous protéger et est supposé protéger votre nez. Et le même nez que vous êtes censé protéger là, l'utilisateur, lui, baisse son masque au niveau de sa bouche. Et tout le monde a fait ça au moins, je ne veux même pas dire au moins une fois, parce que ce serait anecdotique, mais tout le monde a eu tendance à mettre son masque comme ça, parce que le masque étouffait. Ça donnait la sensation d'étouffer. Du coup, il y a un besoin d'usage. On a un utilisateur et s'il y avait des designers pour penser un meilleur masque afin de mieux respirer, on aurait eu moins ce problème-là. Je donne le dernier exemple. Enfin, souvent, quand vous pensez UX, vous allez voir beaucoup de choses drôles. Donc, on a une tasse dans laquelle je veux boire mon café. Et la tasse, elle est belle. Elle est designée de telle sorte que ça ressemble à un chat ou à une chauve-souris ou à une chouette, je ne sais pas trop. Mais en fait, dans l'usage, lorsque l'utilisateur veut maintenant boire son thé, il se retrouve avec les deux oreilles de la tasse à lui piquer le nez. Et en fait, c'est là où vous devez comprendre que l'UX s'interroge d'abord et s'inquiète d'abord sur qui est mon utilisateur, qu'est-ce qu'il veut faire, quel est le besoin d'usage et comment je l'aide à mieux avoir cet usage-là. Cette tasse, même si elle est la plus belle tasse du monde, elle ne remplit pas sa fonction, qui est de pouvoir boire du thé, et elle n'est pas facilement utilisable. Donc, quand on a défini l'UX design, on a parlé de branding. Donc, branding, c'est peut-être l'aspect esthétique du produit. On a parlé ensuite de design, c'est le design en lui-même, l'utilisabilité et la fonction. Donc, ici, on voit que l'élément n'est pas utilisable et ne remplit pas sa fonction. Donc, une fois qu'on a fait cette définition laborieuse et limite complexe du design, je vais pas, enfin, du design d'expérience utilisateur, je ne vais pas aller plus, je vais dire, en détail, enfin, dans ce qu'est l'UX parce que c'est, étant très abstrait, je risque de vous perdre ou de vous ennuyer avec de la théorie pure. Je vais ensuite présenter ce qu'on appelle le framework du double diamant, qui est le framework qu'on utilise pour faire du l'UX design généralement. Et après avoir fait ça, je vais vous présenter un projet d'école que j'ai eu à mener et qui est assez intéressant en termes de comprendre c'est quoi le UX design. J'ai les projets qui sont là. Donc, je reviens ici. En design, il y a une méthodologie qu'on utilise en tant que designer. Et c'est elle qui gouverne tout le travail du UX design. On l'appelle le double diamant. C'est un framework, c'est une boîte à outils qui a été créée par le Design Council, justement, et qui permet en fait de définir les différentes phases qu'il faut pour mener le travail de UX designer. Donc, quand on veut faire un travail de UX designer, on fait un travail en deux grandes phases. Ces deux grandes phases-là représentent les deux diamants que vous voyez ici. La première phase, qui est le premier diamant, ce premier diamant-là, et la deuxième phase, qui est le deuxième diamant. Dans la première phase, ce qu'on essaie de faire, c'est de comprendre son sujet afin de pouvoir trouver le bon problème à résoudre. Donc, dans la première phase d'un travail de designer, lorsqu'on travaille en ayant l'approche UX, on fait ce qu'on appelle un travail centré utilisateur. Donc, ça veut dire que l'utilisateur final du service ou de l'élément que vous devez designer doit être au cœur de votre processus de création ou de votre processus créatif. Dans la première phase, vous devez comprendre votre sujet et définir le problème qui mérite d'être résolu. Donc, on ne part pas sur une tâche de design d'expérience utilisateur avec une réponse déjà faite. Quand vous contactez un UX designer, ce n'est pas en mode « je veux designer un site web ». Ce n'est pas la bonne approche. C'est « voici mon sujet. Je veux améliorer le sommeil des enfants. » Je dis n'importe quoi, mais c'est « je veux améliorer le sommeil des enfants. » Quelle est l'approche expérience utilisateur que tu peux me proposer? Comment est-ce que tu peux m'aider à résoudre ce problème? Donc, généralement, vous partez voir un designer d'expérience utilisateur avec un problème global.
dans le projet que je vais vous présenter tout à l'heure, c'est un projet où je pars sur l'enseignement du design en Afrique de l'Ouest, dans les pays où les écoles de design ne sont pas vraiment accessibles à tout le monde. Dans la première phase, du coup, il faut que je comprenne c'est quoi enseigner. Pas que l'enseignement du design. Il faut que je comprenne c'est quoi enseigner, que je comprenne c'est quoi le design, que je comprenne c'est quoi les différents domaines du design. Ensuite, que je fasse une recherche auprès de mes utilisateurs. Et déjà, il faut donc que je définisse ces utilisateurs-là. Qui sont-ils? Donc, il faut que je trouve des gens qui essaient d'apprendre du design, que je trouve des gens qui ont fini d'apprendre le design et qui exercent dans un domaine du design, et que je leur demande quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées dans l'apprentissage. Et pour ceux qui sont en train d'apprendre, je leur demande quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans votre apprentissage. Du coup, à cette phase-là, je suis à la phase de découverte. C'est dans cette phase-là où j'essaie de comprendre mon sujet. Vient la deuxième phase, qu'on appelle la phase de définition. Et dans la phase de définition, il faut définir un problème à résoudre, un problème qui mérite d'être résolu. Dans l'ensemble des choses que vous allez entendre, vous allez peut-être entendre, oui, la connexion Internet était mauvaise quand j'apprenais à faire du design. Quelqu'un d'autre va te dire, la connexion Internet est chère. Quelqu'un d'autre va te dire, je n'ai pas de mentor. Quelqu'un d'autre va te dire, je ne sais pas vers où aller pour trouver les bonnes informations. Je suis généralement perdu et je n'ai pas de guide et de repères. Et en fait, en collectant toutes ces informations-là, tu vas devoir, dans la phase de définition, dire, OK, est-ce que je peux quelque chose contre la cherté de la connexion Internet? Non. Est-ce que je peux quelque chose pour aider les gens à trouver des mentors? Peut-être oui, peut-être non. Est-ce que je peux quelque chose pour aider les gens à trouver les bonnes ressources? Peut-être oui, peut-être non. Pour ce qui est des mentors, ça implique qu'il y ait des personnes qui soient disponibles, qui soient prêts à accorder de leur temps à des gens qui sont à une étape du design qui est moins évoluée que la leur. Quel est le côté légal de la chose? Je prends le cas du coût de l'Internet. Est-ce que j'ai les compétences ou les moyens, ou est-ce que l'entreprise pour laquelle je fais du UX a la compétence, les moyens, le lobby nécessaire pour influencer sur le prix d'Internet? Non, j'abandonne le problème d'Internet. Bien que ce soit un problème que rencontrent mes usagers, quand je fais ce qu'on appelle la carte des acteurs, quand je regarde l'environnement dans lequel le problème existe, je ne trouve pas dans mes compétences de designer la capacité de résoudre ce problème-là. Ensuite, deuxième problème, je me rends compte que les gens ont besoin de mentors. Est-ce que j'ai des designers seniors, des designers avancés, des designers qui travaillent déjà, qui sont libres? Quel est le temps dont ils disposent et avec lequel ils pourraient encadrer des personnes qu'il faut mentorer? Donc, dans ma phase de découverte, je dois retourner à cette phase de découverte et faire une enquête au niveau des mentors probables, voir quelle est leur disponibilité en temps, quel est le temps dont ils disposent pour encadrer des gens qui sont d'un niveau plus jeune en design, quel est le jour de la semaine où ils sont disponibles, et en fait, m'arranger et savoir avec exactitude quelle est la journée typique d'une personne qui est avancée et comment est-ce que dans cette journée-là, je peux ajouter un moment où il peut aider quelqu'un qui est débutant. Ensuite, je définis clairement, OK, moi, le problème que je veux résoudre, du coup, c'est le problème de mettre en contact les mentors avec les personnes qui ont un niveau moins avancé en design. C'est ce problème-là que je veux résoudre. Et c'est maintenant, comme vous rentrez dans la deuxième phase du diamant, qui est de développer. C'est OK, comment est-ce que je développe une plateforme qui permet de mettre en contact des gens qui sont avancés et des gens qui sont moins avancés en design? Est-ce que c'est un site web? Est-ce que c'est une application mobile? Est-ce que c'est ci? Est-ce que c'est ça? À quoi ça va ressembler? Quel est le code graphique à utiliser? Quel est l'univers sensible? Est-ce que ça doit ressembler à une école? Est-ce que ça doit ressembler à un camp militaire? Je dis n'importe quoi, mais c'est pour paraphraser, vous transmettre le sens de la démarche. Et c'est dans la phase de développement maintenant, je commence par créer le service numérique qui répond aux problèmes que j'ai identifiés dans mon premier diamant et en concert avec les utilisateurs. Parce que dans cette phase de développement, lorsque je finis de développer mon expérience, je dois faire tester à mes utilisateurs pour qu'ils me donnent des feedbacks et que j'itère sur mon développement. C'est après avoir fait tout ça maintenant que vous pourrez livrer les parcours utilisateurs, l'expérience utilisateur et tout plein de livrables, soit au UI designer, soit si vous avez fait le travail du UI designer aussi, à la partie de développement. Donc, à tous ceux qui vont commencer par développer le projet et livrer. Du coup, ce qu'il faut comprendre quand on va parler du design, c'est très intellectuel, c'est très sociologique, c'est très abstrait,
il n'y a presque pas beaucoup de choses tangibles, même s'il y en a, mais c'est vraiment comment est-ce que la personne ressent l'expérience. Est-ce qu'il est frustré? Est-ce qu'il est fâché? Qu'est-ce que je fais pour améliorer ce qu'il ressent lorsqu'il utilise mon service? Donc, c'est tout ça qu'on retrouve dans de l'UX design. Du coup, ce que vous pourriez faire pour être mieux informé sur le design UX, c'est lire les articles de blog qui sont disponibles sur le site de Interaction Design Foundation et de lire aussi la documentation qui est disponible sur le design concile. Parce que si vous voulez faire du UX et vous ne lisez pas et vous n'êtes pas intéressé par les mots, les humains, les sentiments, vous êtes déjà parti sur le mauvais pied. Et en fait, j'ai parlé de 3 phases. J'ai parlé de UX design, j'ai parlé de 3 phases, j'ai parlé de phase de découverte, j'ai parlé de phase de définition et j'ai parlé de phase de présentation. Du coup, la présentation sera en anglais. Donc, en gros, ça, c'est le travail de la phase 1, donc définition du problème. Lorsque vous avez un sujet, ici, mon sujet, j'ai fait ça pour mon semestre 1, et c'est peut-être aussi l'une des raisons pour lesquelles je fais ce Iowa Talk où chaque samedi, je viens partager parce que j'ai identifié un problème qui, pour moi, est important à résoudre. Du coup, c'était comment est-ce que je pouvais aider les gens à apprendre seuls le design, le code et la photographie à un niveau professionnel. Parce qu'apprendre seul, c'est rien. Mais est-ce qu'en apprenant seul, vous pouvez arriver à atteindre un niveau professionnel? Du coup, la première chose, c'est que vous allez voir que ma présentation est en 3 parties. 1, définir le contexte dans lequel mon sujet est pertinent. 2, montrer les insights. Insights, comment on appelle ça? Montrer les trouvailles de ma recherche utilisateur ou de ma recherche sociologique et définir les axes de résolution du problème. Donc, c'est purement design. Donc là, j'étais dans une classe internationale et j'expliquais un peu ce que c'était. Donc, il fallait présenter le Bénin. Et une fois qu'on a présenté le Bénin, il fallait dire quels sont les chiffres clés. Quels sont les chiffres clés? Qu'est-ce qui montre que ton sujet est pertinent? Parce qu'en tant que designer, tu ne peux pas juste prendre un sujet et le développer. Quelqu'un ne peut pas juste venir te dire on veut designer, je ne sais pas, une application de livraison de repas et tu vas commencer par travailler dessus. Il faut que tu montres en quoi le sujet que tu essaies d'aborder est pertinent. Donc, ici, en fait, c'est définir la taille de la population du Bénin, dire, OK, 12 millions d'habitants, dont 49% vivent en zone urbaine. 2, je dis apprendre le design à un niveau professionnel. Donc, c'est pour les jeunes et pour les personnes en train de faire une reconversion de carrière. Donc, je dois montrer qu'ils occupent une grande portion de ma population, 49%. Ensuite, ils vont apprendre grâce à quoi? Est-ce que c'est grâce à leur téléphone? Est-ce que c'est grâce à un ordinateur? Et est-ce que dans le pays qu'on appelle le Bénin, là, il y a les téléphones, les ordinateurs et ou la connexion Internet pour accéder à ces informations? Et ici, je fais dans ce que je présente un accent particulier sur, OK, 91% de la population ou 92% a un téléphone mobile. Donc, ça veut dire que non seulement près de 50% de ma population est jeune, mais eux tous ont accès à un téléphone mobile avec une croissance de l'adoption du téléphone qui était vertigineuse entre 2017 et 2022 où je présentais ce travail. Ensuite, est-ce qu'ils ont le courant pour accéder au site web ou à l'application ou peu importe ce que je vais développer? Donc, tout ça, en fait, cette étude sociologique de départ, c'est à faire par un UX designer. Ensuite, est-ce qu'ils ont accès à Internet? Donc, c'est 3,8 millions de personnes qui ont accès à Internet au Bénin, 30% de la population, 65% accèdent à Internet grâce à leur téléphone mobile. Et en fait, toutes ces informations-là, la vitesse de connexion Internet, la quantité de personnes qui utilisent Internet depuis un ordinateur, en fait, c'est tout ça qui va justifier les choix qu'on fera dans la suite. La vitesse de connexion, vous pourrez savoir, est-ce qu'il faut faire de la vidéo ou du test? Le coût de la connexion vous fera savoir si je fais un cours sur l'importance des couleurs en design et que le coût pèse 50 gigas. Si 50 gigas de données Internet, c'est, je ne sais pas, 100 000 au Bénin, ça veut dire que vous devez avoir les chiffres, enfin, palpables, hein, vous devez avoir les chiffres pour dire ce que je suis en train de vouloir designer là, à cause de l'Internet, de l'accès au mobile, de l'accès à l'ordinateur et du niveau de richesse du pays, ce sera accessible pour beaucoup de gens, ce ne sera pas accessible pour beaucoup de gens. En tant que UX designer, vous devez pouvoir connaître tout ça.
Et ici, je montre que au Bénin, en fait, il y a très peu d'écoles qui, en fait, sont dédiées à l'enseignement, soit du design, soit de la technologie. Quand vous prenez l'université d'Abomey-Calavi, c'est vrai qu'il y a IFRI, il y a EPAC, où vous pouvez apprendre de l'informatique et du design, mais ce pas des universités qui sont entièrement dédiées à l'enseignement du design ou à l'enseignement de l'informatique. Combien d'universités qui n'enseignent que l'informatique il y a au Bénin? À part Epitech, franchement, je ne sais pas s'il y en a beaucoup. Où on sait que c'est toute une université qui n'enseigne qu'une seule discipline et plusieurs variations de la discipline. Donc, on peut avoir de la sécurité informatique, on peut avoir du développement, on peut avoir X, Y, Z. Pareil pour Africa Design School, il n'y a pas beaucoup d'écoles comme ça au Bénin. Et en fait, ça aussi justifie pourquoi le sujet est pertinent, la cherté de l'éducation, patati patata, formuler une problématique. Ça aussi, c'est un travail de design à faire. Ensuite, montrer les résultats de recherche et justifier la pertinence de la qualité de ces résultats de recherche. Montrer avec qui on a fait des enquêtes, comment on a fait les enquêtes et quelles sont les données qu'on cherchait à comprendre, à évaluer. Parce que en tant que UX designer, vous devez prouver, je dis encore une fois, la pertinence de votre étude dans son contexte et de l'approche sociologique et méthodologique que vous avez utilisée pour faire cette recherche-là. Et après, tout ce qui va suivre, c'est les Research Insights. Et les Research Insights vont vous permettre de définir ce qu'on appelle le parcours utilisateur euh, d'une personne euh, pour comprendre quels sont les niveaux où vous pouvez apporter de l'innovation, des niveaux où vous pouvez apporter l'utilisation de la technologie ou pas du tout. Parce que si vous ne comprenez pas comment la personne vit sa vie, vous ne pouvez pas savoir ce qui a amélioré et vous ne pouvez pas savoir où et à quel moment apporter l'amélioration. Donc ici, c'est un essai de description d'une journée typique d'un développeur senior. Et en fait, je ne pourrais pas présenter tout le travail, mais c'est pour vous dire ou pour vous faire comprendre que c'est vraiment beaucoup de choses qu'on fait en tant qu'UX designer. Finalement, lorsqu'on finit d'élaborer tous ces parcours-là, qu'on finit d'utiliser tous ces outils, ici encore, c'est encore un outil, mais ici, c'est un outil de summary qui permet de résumer ce qu'on veut faire. Ce que j'ai compris en parlant aux développeurs, c'est que généralement, le développeur, quand il va au boulot, il veut faire son travail et il a généralement des bugs à régler. Et quand tu as un bug à régler, tu n'as pas le temps pour te distraire, tu n'as pas le temps pour mentorer quelqu'un, tu es stressé parce que si tu ne résous pas ton bug, la production ou le site web ou ce que vous vendez comme service numérique ne va pas fonctionner. Elle a l'ambition d'évoluer dans sa carrière, elle veut apprendre, même si elle est senior, de nouvelles choses et elle veut trouver du temps pour coacher les juniors qui sont sous son aile au boulot. Et elle-même, en tant que senior, elle cherche des gens plus seniors qu'elle pour la mentorer. Et après avoir défini les tâches qu'elle veut accomplir, on définit quels sont les problèmes qu'elle rencontre pour accomplir cette tâche-là. Et l'un des problèmes quand vous êtes quelqu'un de senior, c'est que vous devez apprendre à résoudre les problèmes en même temps que vous devez livrer le résultat. Donc, quand vous êtes un senior ou quand vous travaillez dans la vie active, si vous rencontrez un problème, quelque chose que vous ne savez pas faire, vous n'avez pas le temps de dire, OK, donnez-moi une semaine, je vais aller apprendre à faire ça ou je vais aller à l'école pour apprendre à faire revenir. Vous devez livrer et faire le travail en même temps. Les informations sont généralement dispersées sur Internet. C'est un problème qu'on a relevé. Et quand vous avez des juniors, généralement, vous devez répéter plusieurs fois la même chose. Donc, en gros, je ne vais pas faire toute la présentation parce que ça va durer des minutes. On a remarqué que Gloria, en fait, elle avait un certain nombre de problèmes et elle avait des aspirations. Il y avait des choses qu'elle souhaitait avoir pour que son travail, pour qu'elle se sente plus accomplie dans son travail. Donc, cet outil qui est devant vous, on l'appelle le Value Proposition Design. C'est un outil qui permet de designer des propositions de valeur pour des services numériques. Et ça fait partie de l'ensemble des outils qu'on utilise en tant que designer d'expérience utilisateur. Et quand on parle d'outils, Figma, c'est un outil. FigJam, c'est un outil. Photoshop, c'est un outil. Adobe InDesign, c'est un outil. Et quand on dit qu'un designer utilise un outil, voyez ça exactement comme ça. Et en tant que designer d'expérience utilisateur, les outils que vous aurez à utiliser seront généralement des outils abstraits. Ce sera de la statistique, ce sera Google Form pour faire de l'enquête, etc., etc. Je ne vais pas présenter tous les outils, mais en gros,
il y a plein de travail de insight à faire. Et à la fin, tout ça, en fait, c'est pour définir la bonne question. Define, discover and define. Vous voyez, tout ce que je viens de présenter, c'est toute une soutenance et c'est une soutenance sur 3. Et toute cette soutenance-là, c'est pour faire la partie discover. Et quand on fait la partie discover, le point où on est arrivé, c'est à définir le problème qu'on veut résoudre. Et ici, le problème qu'on voulait résoudre, c'était comment est-ce qu'on peut aider les jeunes Béninois à apprendre des métiers de l'industrie technologique et à définir une carrière seuls par eux-mêmes. Et une fois qu'on a défini notre question, grâce à toutes les informations qu'on a pu collecter, on va maintenant définir des axes de résolution de ce problème-là. OK, je peux résoudre le problème en faisant faire un outil de communauté, un outil communautaire qui permet de partager les ressources qui ont été utiles dans l'apprentissage. Donc, on crée une communauté et dans cette communauté-là, si quelqu'un a trouvé que, je ne sais pas, une certaine vidéo l'a aidé à mieux apprendre à faire des logos, il partage dessus. Si quelqu'un a trouvé qu'une vidéo ou un article l'a aidé à mieux apprendre à coder du HTML, il partage dessus. Le deuxième axe, c'est un livre qui permet de savoir comment choisir sa carrière. Donc, c'est OK. Est-ce qu'on peut mettre en place une sorte de livre ou de livret qui permet de choisir la carrière qu'on va aborder quand on est designer? Et quand vous regardez le premier axe qu'on a proposé, c'est une communauté. Le deuxième parle de livres, alors que j'étudie du design numérique. Donc, en tant que designer, la solution que vous apportez à un problème n'est pas, en tant que designer d'expérience utilisateur, la solution que vous apportez à un problème n'est pas obligée d'être dans une industrie. Ce n'est pas parce que vous êtes designer, je ne sais pas, graphique à la base que toutes vos réponses doivent être graphiques. Ce n'est pas parce que vous êtes designer digital à la base que toutes vos réponses doivent être une interface, une application ou un site web. Donc, je sors de cette présentation-là. Là, en fait, je vous montre le dossier de travail que j'ai utilisé. Ce que je vous ai présenté, c'est la phase 1. Il y a la phase 2, dans laquelle il y a encore des présentations, tac, 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 tac. Il y a la phase 2, où il y a toute une présentation, où c'est tout un autre raisonnement. C'est vrai que quand vous faites une soutenance d'une phase à une autre, vous devez faire le résumé de votre phase 1, de la phase de contexte, donc rappeler les chiffres, rappeler pourquoi votre sujet est pertinent. Ensuite, montrer la problématique que vous avez définie parce que c'était Discover, Define. Donc ici, vous allez mieux définir comment vous voulez faire votre travail, la problématique, les solutions, les axes. Et en fait, ce qu'on attend de vous ici, c'est d'analyser chaque axe que vous avez proposé. J'ai parlé de communauté, j'ai parlé de livret. Prendre l'axe communauté, analyser ça et voir quels sont les avantages, quelles sont les faiblesses, quelles sont les forces. Axe 2, quels sont les avantages, quelles sont les forces, quelles sont les faiblesses, quelles sont les menaces de cet axe-là? Quel est l'environnement dans lequel l'axe-là va être développé? Et comment est-ce que dans cet environnement-là, l'axe est pertinent ou pas? Quelles sont les insuffisances de l'axe en fonction du contexte? Et à la fin, vous allez devoir faire la veille graphique, dire, OK, voici mon mood board, voici ce à quoi mon application pourrait ressembler ou mon service pourrait ressembler dans cet axe et faire expliquer le parcours utilisateur, montrer comment est-ce qu'une personne pourrait découvrir votre service, utiliser votre service. Et pour ça, il faut utiliser du dessin, parfois de l'animation. Il faut projeter les personnes qui vous suivent dans ce à quoi le service va ressembler dans le futur. Et il faut faire ça pour beaucoup de choses différentes. Donc, ça, c'est la phase 2. Ensuite, il y a une phase 3. La phase 3, voilà, là, en fait, vous délivrez. C'est la phase de développement et de deliver où vous allez montrer, vous allez encore faire un résumé, c'est quoi le problème que je voulais résoudre. Et ici, vous allez voir, si j'ouvre cette présentation, hop, je vais présenter, je ne vais pas durer dedans. J'espère que vous voyez. Vous allez voir que c'est de l'animation et c'est un style écrit manuellement. J'ai utilisé des feuilles. On voit une table, on voit une feuille et on voit l'animation. C'est une sorte de, OK, quelqu'un a écrit des trucs. Et en fait, c'est un positionnement design, c'est un positionnement graphique pour dire, OK,
je veux te permettre d'apprendre. Et apprendre, c'est le langage graphique du cahier, du BIC plutôt, du dessin, du tracé, de la légèreté dans l'écriture, parfois parce qu'on est pressé d'écrire. Vous allez voir que la police utilisée est une police, je vais dire, écolière. Et dans tout le langage graphique, on utilise un bic bleu, on utilise un bic rouge. Et en fait, c'est beaucoup dans le manuel, c'est beaucoup dans expliquer, rester cohérent. Même dans la façon de souligner, je ne sais pas si vous allez remarquer, mais de souligner les différents menus dans lesquels on est. On utilise un style de surligneur. Et en fait, c'est vraiment, vous passez, enfin, la solution. Quand vous voyez même la présentation, normalement, vous devez pouvoir imaginer ce à quoi la solution pourrait ressembler. Euh, enfin, c'est très, très, très théorique du design d'expérience utilisateur. C'est très théorique, c'est très abstrait. C'est très abstrait. Il y a normalement une appli que j'ai développée à la fin de tout ce travail-là. Ce que je peux dire, c'est voilà un peu le travail que fait un designer d'expérience utilisateur. Voilà le contexte dans lequel il travaille. Il travaille avec de l'humain. Et regardez tout ce que je vous ai présenté et imaginez qu'à aucun moment, je ne vous ai parlé d'interface. À aucun moment, je ne vous ai parlé de boutons. À aucun moment, je ne vous ai parlé de tout ça. J'ai vraiment parlé de l'individu. J'ai vraiment parlé du besoin d'usage, de ce qu'il veut faire. J'ai parlé de son environnement et de ce qui permet dans son environnement ou pas de faire ce qu'on veut faire et de ce qui va devenir dans son environnement, dans sa journée quotidienne, un frein à l'accomplissement de ce qu'on veut l'aider à faire et anticiper en fait à l'avance sur tous ces éléments-là et se dire comment est-ce que j'aide mon utilisateur, si je reviens à la définition du design, à avoir une expérience simple, intéressante, sans contraintes, facile, qu'il aime et qu'il apprécie. Donc, je pensais que définir l'expérience utilisateur et montrer en fait ce que c'était allait prendre beaucoup, beaucoup moins de temps. Mais je crois que je me suis trompé sur tout ce qu'on pouvait dire sur cette branche du design-là. Et ça, c'est le UX, c'est la partie UX. Donc, ça n'a rien, absolument rien à voir avec la partie UI. Je crois que dans le talk passé, j'avais parlé un peu de la partie UI design, où on avait vu le développement, choisir les technos, bien communiquer avec ses développeurs. Et si vous regardez bien, vous allez vous rendre compte que c'est deux mondes différents. Et ces mondes différents-là n'ont absolument, absolument rien à voir en commun. Le UX design, c'est un monde de sensible, c'est un monde d'empathie, c'est un monde abstrait. Le UI design, c'est un monde de couleurs, c'est un monde où on va essayer de faire du beau, c'est un monde où on va essayer d'enrichir graphiquement. Et l'UX designer, lui, c'est un peu comme l'ingénieur. L'ingénieur incompris, le geek incompris, bon, c'est pas vrai. Il touche le côté moteur, il touche à comment est-ce qu'on donne du sens à un service. Lui, designer, c'est celui qui va venir mettre la couche de peinture, développer une belle carrosserie pour la voiture, pour que la voiture puisse être non seulement belle, mais aussi agréable à utiliser et finalement qu'elle puisse remplir sa fonction de déplacer une personne d'un point A à un point B. Et non seulement on veut déplacer la personne, mais c'est aussi de comprendre, OK, il y a une personne qui veut se déplacer d'un point A à un point B, mais il veut avoir des sensations fortes et frimer devant tout le monde. OK, on va lui designer une Lamborghini. Il y a une personne, il a une femme et 7 enfants, ils sont 9 dans leur foyer. Du coup, ils veulent se déplacer d'un point A à un point B, mais la Lamborghini, ce n'est pas pour eux. Ils veulent assez d'espace pour pouvoir déplacer beaucoup de personnes. On va leur designer un SUV, un véhicule familier qui peut transporter jusqu'à 9 personnes, qui a 9 sièges à l'intérieur, avec un coffre assez grand pour pouvoir, en fait, remplir cette fonction de j'ai une grande famille à déplacer. Et quand vous prenez l'utilisateur qui est un homme marié avec 7 enfants et que vous prenez le gars qui veut des sensations fortes et qui veut montrer à tout le monde qu'il a les moyens, ils ont tous deux besoin de se déplacer
mais les besoins d'usage sont tellement, tellement, tellement différents que on va designer et on va développer deux expériences utilisateurs totalement différentes pour ces deux usagers-là. Donc, voilà ce que je peux dire pour résumer sur ce qu'est le design d'expérience utilisateur et sur où est-ce qu'il faut l'apprendre. Beaucoup lire, comprendre l'anglais, s'intéresser aux humains. Pour ta question de quel est l'avenir du design d'expérience utilisateur au Bénin, je crois que si tu as suivi un peu mon développement, le design d'expérience utilisateur a un avenir. Bon, ça, c'est la réponse générique. La question, c'est pour ça que je disais aussi qu'elle est générique. Mais aujourd'hui, il y a tellement de services numériques qui se développent au Bénin. Tu veux avoir une carte d'identité aujourd'hui au Bénin, tu as besoin de ton numéro NPI. Pour avoir le numéro NPI, tu as besoin de faire le RAVIP. Pour faire le RAVIP, tu as besoin d'aller dans une mairie. Mais lorsque tu viens sur le site web, à la base, ce que tu voulais, c'est ta carte d'identité nationale. Mais il y a toutes ces choses-là qu'il faut valider avant. Quelle est l'expérience utilisateur qu'on met en place pour qu'un usager qui vient pour renouveler sa carte d'identité sur un site Internet puisse avoir toutes ces informations-là à un seul endroit, puisse savoir combien ça va lui coûter, combien de temps ça va lui prendre, quelle est la mairie la plus proche de lui en fonction de sa localisation. Là, on est en train de commencer par rentrer dans de l'expérience utilisateur. On est en train de commencer par faire des parcours utilisateurs pour arriver à accomplir des tâches, pour réduire les frictions, pour réduire les difficultés et les peines que l'usager rencontre. Si pour faire le RAVIP, il faut aller à la mairie de Cotonou et le gars, il habite je ne sais où, ça pose déjà un problème. Si pour faire le RAVIP, vous avez besoin de votre souche, et pour avoir votre souche, le seul moyen de l'avoir, c'est d'aller dans la préfecture du département dans lequel vous êtes né. Si vous êtes né à Parakou, 400 km de Cotonou, ça pose déjà des problèmes. Et là, vous commencez par identifier les problèmes qu'il y a dans le parcours utilisateur pour faire sa carte d'identité. Et vous devez imaginer tous les problèmes que la personne pourrait rencontrer. Est-ce que pour récupérer sa souche, il faudrait digitaliser la souche? Ou est-ce qu'il faudrait inclure dans le site des services numériques du Bénin l'option de réserver un billet pour aller dans son département pour récupérer sa souche? Est-ce qu'il faudrait donner la possibilité de faire une dérogation et de l'envoyer à quelqu'un par mail pour qu'il imprime parce que lui, il est dans le département en question et qu'il nous renvoie ça via un transporteur, via un livreur de courrier et de courrier. Donc, en fait, toutes ces questions-là, ce sont les questions que le designer d'expérience utilisateur se pose parce que lui, sa mission, c'est vraiment de rendre la vie facile et agréable pour ceux qui viennent utiliser son site web et ses services. Donc, voilà, j'ai parlé longuement. Là, maintenant, la parole est à vous pour poser des questions, pour essayer de comprendre. En plus, s'il y a des choses que j'ai abordées pendant mon exposé que vous aimeriez que je détaille, c'est à vous la parole. Est-ce que quelqu'un a une question à poser, une problématique, un sujet que je n'ai pas abordé en détail? Merci à tous. Donc, pas de questions. D'accord. Bah, d'accord. Je suis donc content que j'ai pu aborder tous les aspects du sujet. Merci. Je vais donc mettre fin au call si on n'a pas d'autres questions. Et n'hésitez pas à demander dans le formulaire le sujet à aborder pour la prochaine fois. Donc, je vous dis à la prochaine et merci à tous d'être venus.